Qu'est-ce qui pousse les hommes à risquer leur vie pour une seule femme? Chantal Mauduit a conquis le K2, mais n'a jamais vaincu l'Everest. On l'a surnommée la plus grande alpiniste de son époque et, simultanément, la veuve noire. Sauvée, adorée, maudite et décédée dans des circonstances mystérieuses. Une histoire qui a commencé dans les Alpes. Chantal Mauduit est née en France, dans la région des contreforts des Alpes. Dès son enfance, elle a été entourée par les sports d'hiver, c'était son milieu naturel. Du ski alpin, la jeune fille est passée assez rapidement à l'escalade, a obtenu son certificat de guide de montagne et a vite commencé à gravir les itinéraires d'alpinisme les plus difficiles de France. À 22 ans, elle participe à des compétitions d'escalade sur glace, où s'étaient réunis les athlètes les plus forts de toute l'Europe. Chantal était alors la seule femme parmi les participants et a terminé 3e sur 21 athlètes. La jeune femme impressionnante a immédiatement attiré l'attention. L'athlète prometteuse a été admise à l'Association nationale française d'alpinisme, où elle est rapidement devenue une étoile montante. Chantal Mauduit a littéralement fait irruption dans le monde de l'alpinisme comme un ouragan. Ensuite, les Andes, où a eu lieu sa première ascension à plus de 5000 mètres. Elle n'a pas seulement gravi 3 sommets de plus de 6000 mètres, y compris le Yurupaja, Yuran de 6768 mètres, elle est également descendue de là en parapente. Selon les souvenirs de Jennifer Jordan, Chantal a atterri en parapente juste à côté de leur groupe et a fait une telle impression qu'un des alpinistes l'a immédiatement invitée à une expédition à l'Everest. En 1991, elle s'y est rendue. Cette fois-là, elle n'a pas réussi à atteindre le sommet, mais Chantal a fermement décidé qu'à partir de ce moment, elle n'attaquerait que des sommets de 8000 mètres. La jeune femme avait assurément des ambitions, et des ambitions énormes. Elle partait en ascension sans bouteille d'oxygène et avec un minimum d'équipement, le style alpin comme on l'appelle. Il faut admettre qu'elle supportait parfaitement les hautes altitudes. Voici ce qu'elle écrivait elle-même. « Gravir l'Everest, le toit du monde, c'est le rêve d'enfant de tout alpiniste. Mon rêve, sans oxygène, sans aide extérieure, comme un cycliste qui roule sans moteur. Se trouver à 8000 mètres sans soutien d'oxygène, c'est une chance de redécouvrir ses sens dans ces lieux magiques de l'Himalaya. L'homme éprouve une harmonie extraordinaire avec la Terre, ses horizons intérieurs s'élargissent. » À cette époque, l'alpinisme restait encore principalement une affaire d'hommes. Oui, il y avait de fortes alpinistes comme Wanda Rutkiewicz et d'autres, mais elles étaient minoritaires. Et bien sûr, la séduisante française jouissait d'une popularité incroyable dans les camps de base. Plus tard, beaucoup l'accuseront d'avoir utilisé sa féminité et son attrait sexuel pour manipuler les alpinistes masculins. Apparemment, Chantal tirait un certain plaisir du fait que les hommes se disputaient son attention. Selon ses amis, elle les provoquait souvent consciemment. Certaines biographies mentionnent également que cette femme avait des mœurs très libres. Par exemple, lors de sa 2e tentative de conquête de l'Everest en 1992, la présence de Chantal a conduit à un conflit ouvert entre les alpinistes. Il est allé jusqu'à ce que, pour s'attirer ses faveurs, les hommes se défient en duel. Cela allait jusqu'aux bagarres et aux jets de pierre. Mais pendant un temps, son attention fut entièrement accaparée par l'alpiniste américain Thor Kaiser, qui était follement amoureux de Chantal. Ils commencèrent à se fréquenter et planifièrent même une ascension conjointe de l'Aconcagua en Argentine. Cette ascension coûtait cher et pour financer le voyage, Chantal guida plusieurs fois des groupes de touristes sur des itinéraires. Mais à l'approche de l'expédition, elle déclara à Thor qu'elle n'avait pas d'argent pour le billet. L'alpiniste, désespérant de la revoir, prit un travail supplémentaire. Il livra des pizzas pour payer les billets de Chantal. Quelques mois plus tard, ils partirent. Mais pendant cet itinéraire, Chantal se refroidit soudainement envers Thor. Leur relation commença à se dégrader à vue d'œil. Bien qu'ils continuaient à marcher en cordée et tentaient plusieurs fois sans succès d'attaquer le sommet, Thor ne comprenait pas ce qui se passait et essayait par tous les moyens de regagner les faveurs de la Française. Voici ce qu'en écrit Jennifer Jordan. « Si nous montons aujourd'hui, tout ira bien, lui dit-elle avant une nouvelle tentative d'assaut.
Thor ne comprenait pas pourquoi la conquête du sommet devrait changer son attitude envers lui, mais il s'en fichait déjà. Il voulait juste retrouver son amour. Thor sentit, soit il la mènerait au sommet, soit il périrait. Il marchait en tête. Vers 11 heures du soir, Thor franchissait une section techniquement difficile, déjà près du sommet. C'était la 18e heure d'ascension ininterrompue. La pluie les avait trempés jusqu'aux os. Thor était fatigué comme jamais. Ses épaules, ses bras, ses jambes étaient lourds comme du plomb. Néanmoins, il ne songeait pas à reculer. Encore quelques mètres, et il serait au sommet, et tout irait bien. Elle l'avait promis. Déjà la nuit, il s'agrippa à une assez grande saillie et commença à y transférer son poids lorsqu'il sentit que la pierre bougeait. Thor se figea, mais il était trop tard. La pierre se détacha du mur et s'envola dans l'abîme. Criant une mise en garde, il pria pour que la pierre ne frappe pas Chantal. Mais la pierre frappa la corde et la coupa comme un fil. Thor fut instantanément arraché du mur. De rocher en rocher, il pensa « Eh bien, au moins je ne suis pas encore mort ». Après 20 mètres de chute, il atterrit sur une vire assez large, vivant, mais gravement mutilé. Sa paupière était presque arrachée de son visage, son bras droit était cassé en plusieurs endroits. Mais il a survécu. D'autres équipes vinrent à son aide et le descendirent au camp de base. L'ascension de Thor se termina là, mais Chantal déclara qu'elle continuerait ses tentatives. Elle fut invitée à rejoindre une autre équipe pour l'assaut le lendemain matin. « Je ne t'aime juste plus », c'est tout ce qu'elle lui dit le lendemain matin. L'Américain rentre chez lui, brisé dans tous les sens du terme. Il est blessé physiquement et moralement. Il commence même à consulter un psychologue qui lui recommande de ne plus jamais croiser cette femme. Mais dès que Thor apprend que Chantal se prépare pour l'ascension du K2, il cherche immédiatement une place dans l'équipe et rejoint l'expédition russo-américaine. Leur itinéraire sur le K2 passait par le Pakistan. Comme vous le savez, c'est un pays musulman, avec des règles assez strictes. Cependant, Chantal ne se pressait pas de respecter les coutumes locales. Elle se promenait seule dans les bazars, en shorts courts, ce qui faillit lui causer de graves ennuis à plusieurs reprises. Néanmoins, 19 jours plus tard, elle arriva enfin avec son équipe au camp de base du K2 et commença à se préparer pour l'ascension. Il était prévu de monter en style alpin, avec un équipement minimal et sans corde. C'est un point très important, car il n'aidait pas les autres alpinistes à installer les cordes et ne gaspillait pas d'énergie pour cela. Cependant, on les a vus plus tard attachés aux cordes d'autrui. Ils profitaient donc du travail des autres, ce qui n'est pas très honnête. Chantal elle-même détestait porter des sacs à dos lourds. Les hommes de son équipe portaient les tentes, les réchauds, le carburant et les provisions pour installer les camps intermédiaires, tandis que son sac à dos était remarquablement petit, avec un canard en peluche sur le cadre et presque pas d'objets lourds à l'intérieur. Elle profitait volontiers de l'attention des hommes pour éviter les efforts. Beaucoup pensaient alors que l'équipe suisse ne serait pas en mesure d'atteindre le sommet. Quelques semaines plus tard, Chantal le sentit aussi. Elle s'éloigna des siens et se rapprocha des Américains Ed Visturs et Scott Fisher, comme si elle pariait sur un autre cheval. Dans leur équipe, comme nous nous en souvenons, se trouvait également Thor Kaiser, qu'elle semblait ignorer. Après un certain temps, les Suisses décidèrent d'attaquer le sommet, mais furent arrêtés par une tempête, retournèrent au camp de base et rentrèrent chez eux, déclarant qu'il y avait trop de monde sur la montagne. Selon la loi pakistanaise, qui interdit aux alpinistes de passer d'une expédition à l'autre, Chantal aurait également dû rentrer chez elle avec les Suisses. Mais Chantal ne voulait pas partir sans une sérieuse tentative d'assaut. Alors, Thor Kaiser lui propose de rejoindre leur équipe et de gravir la montagne ensemble, malgré la violation des lois pakistanaises. Évidemment, l'alpiniste voulait à tout prix regagner les faveurs de la Française. Cependant, pendant que Thor installait les cordes et transportait l'équipement vers les camps intermédiaires, Chantal commença à coucher avec son coéquipier, Ed Visters.
En général, dans le camp de base, elle se comportait de manière assez débauchée, selon des témoins. Enfin, le 28 juillet, Kaiser, Viesturs, Naiman et Kopejka quittèrent le camp de base pour l'assaut du sommet. Ils atteignirent le troisième camp. Gennady Kopejka était 300 mètres plus haut. Viesturs et Naiman dormaient dans une tente, et Thor seul. Quand, pendant la nuit, il entendit soudain des pas, c'était Chantal. Après avoir attendu que les hommes quittent le camp de base, elle enfila silencieusement ses crampons, remplit sa bouteille d'eau et partit légère vers le haut. Après leur rencontre, ils continuèrent l'ascension ensemble. Une fois descendus, les autres alpinistes poursuivirent leur montée. Le 31 juillet, le temps était clair. Thor portait une charge très lourde, une tente, un réchaud, un sac de couchage, de la nourriture et des cordes. Après un certain temps, ils furent obligés de laisser une partie de l'équipement. Ils abandonnèrent les sacs de couchage, la corde, la majeure partie de la nourriture. Alors, il devint plus facile de bouger. Mais la nuit les arrêta. Après une nuit sans sac de couchage, Thor eut les pieds gelés. Chantal, dans sa fine combinaison, semblait insensible à l'altitude. D'ailleurs, beaucoup ont remarqué cette particularité chez elle. Elle s'acclimatait étonnamment vite. Thor est descendu chercher de l'équipement pour apporter son sac de couchage. Chantal a dit « Puisque tu descends de toute façon, apporte aussi le mien ». Et l'alpiniste a docilement apporté les 2 sacs. En descendant chercher les sacs de couchage, Thor rencontre l'alpiniste Alexei Nikiforov, qui montait aussi sans sac de couchage, dans l'espoir d'atteindre le 4e camp. Ensuite, ils sont partis ensemble. Thor était ravi de l'aide d'Alexei pour ouvrir la trace dans la neige profonde. Ce jour-là, les alpinistes n'eurent pas le temps d'atteindre le 4e camp et furent contraints de passer la nuit sur l'épaule du K2. Alexei s'allongea entre les sacs de couchage de Chantal et de Thor, et ils passèrent la nuit relativement normalement. Le matin, poursuivant l'ascension, le 2 août, le trio arriva au 4e camp. Ils y rencontrèrent Beloberdin et Kopejka qui descendaient. Ils furent les premiers à atteindre le sommet par l'arête des Abruzzes depuis 1986. Ayant passé la nuit à 8600 mètres, ils étaient presque sans force. Laissant la tente et le sac de couchage à Alexei, ils se précipitèrent vers le bas. Enfin vint le temps de leur ascension. Thor Kaiser se réveilla avant l'aube et commença à ouvrir la trace dans la neige d'1 demi-mètre. Alexei le suivit. Mais à 200 mètres du sommet, Thor réalisa qu'il n'avait plus aucune chance de monter et de redescendre vivant. Il avait épuisé toutes ses forces. Voici ce qu'en écrit Jennifer Jordan. Thor s'assit sur l'arête, essayant de distinguer Chantal et Alexei en bas pour leur transmettre le travail d'ouverture de trace. Il n'était plus en état d'obéir aux commandes les plus simples. Soudain, une voix forte et claire transperça sa conscience. « Si tu veux vivre, descends ». Thor regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Mais il se leva et commença à descendre. Chantal quitta le camp en dernier. Suivant la trace ouverte, elle rattrapa rapidement Alexei. Au bottleneck, elle le dépassa et rencontra Thor qui descendait. La tentation était grande, mais Thor ne changea pas sa décision, car il n'avait simplement plus de force. « Quoi qu'il arrive, sache que tu es un brave gars », lui dit Chantal. Il répondit qu'il l'attendrait au 4e camp, et ce retrait de Thor sauvera non seulement lui, mais aussi les vies de Chantal et d'Alexei. En commençant sa descente, Thor Kaiser trouva au sommet du bottleneck 50 mètres de corde qu'Alexei Nikiforov avait laissé, pensant qu'il n'en aurait plus besoin. Thor fixa la corde sur la glace et fit une main courante dans la partie la plus dangereuse du bottleneck, afin que Chantal et Alexei puissent descendre en toute sécurité. Pendant ce temps, Chantal, qui n'avait pas gaspillé d'énergie à porter des charges vers les camps, à installer des cordes, à ouvrir la trace dans la neige profonde, avec son minuscule sac à dos et une acclimatation vraiment incroyable, à 5 heures de l'après-midi le 3 août 1992, devint la 4e femme à gravir le K2. C'était une réalisation vraiment grandiose. Elle était au sommet de sa gloire alpinistique. Le K2, également connu sous le nom de montagne tueuse, est l'un des sommets les plus techniquement difficiles. Mais son euphorie fut de courte durée. Lors de l'ascension,
elle perdit ses lunettes de soleil. Ses yeux restaient sans défense face au froid, aux minuscules particules de glace volant dans l'air, et surtout face aux rayons ultraviolets du soleil, qui à cette altitude brûle les yeux en quelques minutes. Au sommet, l'alpiniste réalisa qu'elle était aveugle et qu'elle n'était plus en mesure de descendre seule. Effrayée de ne pouvoir traverser seule, elle se réfugia dans une grotte de neige, creusée 2 jours auparavant par Béloberdin, et commença à geler. Elle ne pouvait pas descendre seule, elle ne voyait tout simplement pas où aller. Une autre nuit froide à cette altitude, elle n'aurait pas pu y survivre. Par miracle, Alexei la retrouva dans cette grotte, alors qu'il redescendait du sommet et tomba sur l'alpiniste gelé. Il la força à se lever et commença à la faire descendre. Chantal ne voyait plus rien, avait les mains et les pieds gelés et s'endormait constamment en marchant. Alexei devait constamment relever l'alpiniste épuisé. Et c'est là que la corde installée par Thor vient à la rescousse. Alexei s'est encordé, mais quand il a transféré son poids d'une jambe à l'autre, le crampon s'est détaché de sa chaussure et il a perdu l'équilibre. Il a volé sur plusieurs mètres avant que la corde ne le freine. Sans ces cordes fixes, installées par Thor, les 2 alpinistes seraient restés à jamais sur la montagne. Quand Alexei atteignit la tente, il était dans un état proche de la mort à cause du mal d'altitude, de l'épuisement physique et du froid. Il tomba littéralement dans la tente de Thor. « Où est Chantal ?» demanda Thor. « Elle était derrière moi » répondit Alexei. 45 minutes plus tard, Thor entendit le craquement de la neige et des pas hésitants. Cherchant l'espace avec ses mains, comme un enfant jouant à Colin-Maillard, Chantal tentait de trouver le chemin vers le bas. Elle ne voyait rien et était à demi inconsciente, mais continuait à descendre. Il la traîna dans la tente, lui retira les bottes et découvrit que ses pieds étaient gravement gelés, mais qu'ils pouvaient encore être réchauffés. Il prépara rapidement du thé, de la soupe et les nourrit de chocolat. Après avoir passé 3 jours au 4e camp, au-dessus de la zone de la mort, à plus de 8000 mètres, Thor atteignait ses limites. À cette altitude, même en se reposant, il est impossible de récupérer des forces. Aussi fort que vous soyez, vous mourrez lentement. Et maintenant, il devait non seulement descendre lui-même, mais aussi faire descendre 2 alpinistes à demi-mort. Le lendemain après-midi, ils commencèrent la descente. Alexei et Thor soutenaient Chantal par les bras. Elle traînait à peine les pieds et s'asseyait constamment par terre pour se reposer, puis se relevait, ainsi sans fin. En 3 heures, ils ne firent pas plus de 60 mètres. Thor craignait que mener Chantal sur une pente techniquement difficile de nuit ne soit suicidaire. Il décida de monter la tente. Chantal restait immobile, assise dans la neige. Alexei, apparemment soucieux de sa propre vie, décida de poursuivre la descente, laissant Chantal avec Thor. Ils se préparèrent pour une nouvelle nuit à la Belle Étoile et passèrent le 6e jour à une altitude de plus de 8000 mètres. Le lendemain, le temps était excellent, et Thor contacta par radio Viesturs et Fischer au 3e camp. Ils dirent qu'Alexei les avait rejoints la nuit précédente et qu'ils étaient prêts à venir à leur rencontre pour aider à descendre Chantal. En montant, Viesturs et Fischer virent une pente avalancheuse et, par sécurité, s'encordèrent. S'éloignant un peu du camp, Viesturs sentit soudain ses cheveux se dresser sur sa nuque, un sentiment de danger imminent. Il se précipita aussitôt pour creuser une grotte, espérant s'y enterrer sous l'avalanche avant qu'elle ne descende. Fischer le regardait et ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, sans avertissement, il fut frappé par un mur de glace et de neige, et projeté de la pente d'une énorme hauteur. Viesturs entendit le craquement du manteau neigeux et leva les yeux au moment où Fischer était emporté par le mur de neige. Viesturs plongea dans le trou qu'il avait creusé et l'avalanche passa au-dessus. Mais le bonheur fut de courte durée. La corde se tendit et le tira de son trou comme un poisson au bout d'une ligne et le traîna sur une centaine de mètres en contrebas. De toutes ses forces, il tenta de freiner avec son piolet. Finalement, il y parvint.
Il s'accrocha à un rocher et ils restèrent suspendus à quelques mètres du précipice. Aucun d'eux ne fut blessé et ils continuèrent leur ascension pour sauver Chantal. Pendant tout ce temps, Thor continuait à descendre lentement Chantal à la corde. Quelques heures plus tard, il rencontra Viesturce et Fischer. Mais à ce moment-là, Chantal était complètement épuisée. Viesturce ouvrit immédiatement son sac à dos et se jeta à genoux devant Chantal, lui disant qu'il avait apporté des gouttes pour les yeux. Il souleva délicatement ses lunettes et vit des yeux gonflés, rouges de vaisseaux éclatés. Ensemble, ils continuèrent la descente vers le 3e camp. Encore 2 jours de descente. Progressivement, Chantal se sentit mieux, au point de pouvoir descendre seule. Viesturce, toujours prudent, se souvient que l'ascension du K2 fut la seule fois de sa vie où il a transgressé sa règle stricte de toujours rester en sécurité. D'ailleurs, dans ses souvenirs de l'ascension du K2, Chantal ne dit pratiquement rien de son état critique. Elle mentionne en passant qu'elle avait mal aux yeux, et c'est tout. En revanche, elle raconte en détail l'accueil chaleureux au camp, comme si elle était une héroïne. Voici ce qu'elle écrit. « Charlie m'a apporté du thé et des biscuits, et je suis tombée dans ses bras. Les Mexicains me félicitaient, et la douceur de la chaleur des âmes humaines me remplissait jusqu'au bord. » La seule personne que Chantal n'a pas mentionnée dans ses mémoires était l'alpiniste Thor Kaiser. Pas un mot à son sujet. À son retour, elle fut confrontée à une lourde amende pour ascension non autorisée que l'alpiniste déchira simplement avant de quitter le Pakistan. Soit dit en passant, l'alpiniste Gennady Kopeïka, dans son article à la mémoire d'Alexei Nikiforov, décédé plus tard sur l'Everest, contourne également le rôle de Thor Kaiser dans le sauvetage de Chantal. Thor n'est mentionné que brièvement comme un Américain anonyme qui a fait demi-tour avant d'atteindre le sommet. Kopeïka attribue le rôle de principal sauveur de Chantal à Alexei, qui, selon lui, a accompagné Chantal jusqu'à l'arrivée des autres alpinistes. Nikiforov lui-même affirmait que Chantal n'avait pas atteint le sommet, car elle n'avait pas calculé ses forces, mais l'ascension lui fut tout de même attribuée. Après la mort de Wanda Rutskevich, Chantal est restée la seule femme à revenir vivante du sommet du K2. Elle fut accueillie en France comme une héroïne nationale. Avec Thor, ils n'ont plus entretenu de relations. Dans la communauté alpiniste, Chantal a acquis une réputation mitigée. Beaucoup l'accusaient d'utiliser les hommes pour ses propres ascensions sans se soucier réellement de leur sécurité et de leur vie en général. Elle a même reçu le surnom de Veuve Noire. Cependant, voici ce qu'en écrit l'alpiniste Dan Mazur. Chantal était l'antithèse de toute cette merde de mafia alpiniste, les grands sponsors et les tonnes de soutien des Sherpas. Elle aimait juste la montagne. Et tous ces gars voulaient coucher avec elle. Elle a effectivement utilisé son corps pour établir son influence sur les hommes. Et pourquoi pas? Elle avait un caractère de gagnante. Elle n'était pas toujours joyeuse et enjouée. Elle avait mal aux genoux, il était gravement endommagé. Elle n'était pas toujours en pleine forme. Mais elle était très forte. Parfois, elle se poussait trop loin. Ce succès douteux sur le K2 permet à Chantal de trouver des sponsors et au printemps 1993, avec une équipe néo-zélandaise, elle retourne à l'Everest. Bien que son équipe comptait 9 alpinistes et 8 Sherpas de haute altitude, elle affirmait, on ne sait pourquoi, qu'elle grimpait seule et beaucoup plus vite que ses amis. Ce fut un autre commentaire qui suscita une vive irritation chez les autres. Elle atteignit une altitude de 8400 mètres, mais avançait trop lentement, n'était pas suffisamment vêtue pour le froid et décida de faire demi-tour. La fois suivante, elle n'atteignit que 8300 mètres. Sans autorisation officielle, elle gravit les 2 sommets avec 2 Sherpas. En octobre, de retour à Katmandou, Chantal se vit de nouveau réclamer une amende pour ses ascensions illégales. Mais, sans rien payer, elle rentra en France et critiqua longuement la bureaucratie himalayenne. Ensuite, Chantal se rend au mont Vinson en Antarctique, où un film est tourné sur elle. Après cela, elle retourne à l'Everest, cette fois sur l'arête nord-est, jamais parcourue auparavant. Cette fois, ayant déjà acquis de la popularité, elle était une cliente payante de l'expédition de Russell Bryce. Des avalanches rendirent le passage de l'itinéraire impossible et Chantal en fit que les autres clients s'épuisèrent
et l'expédition rentra chez elle. En 1995, elle repart à l'Everest en tant que membre de l'expédition de Rob Hall sur l'arête sud-est. Chantal atteint le sommet sud à 8750 mètres avant de faire demi-tour. Ou plutôt, avant qu'on ne la fasse faire demi-tour. Chantal était la plus lente des clients de Rob pendant toute l'ascension. Quand elle s'arrêta au sommet sud, Rob lui posa la main sur l'épaule, lui exigeant de redescendre. L'alpiniste le regarda. Ses lèvres étaient bleues et engourdies, ses yeux défocalisés. Elle hocha doucement la tête, incapable de protester ou même de parler. Après avoir descendu 30 mètres, elle tomba sur la pente et perdit connaissance. Hall comprit qu'il devrait la traîner en bas. Et encore une fois, au prix d'efforts incroyables et au péril de leur propre vie, plusieurs alpinistes descendirent Chantal de la montagne. D'ailleurs, parmi eux se trouvait Ed Viesturs, qui sauvait Chantal pour la deuxième fois. Les alpinistes la descendirent jusqu'aux tentes, où on lui donna les premiers soins, et Chantal se remit très vite. Le lendemain, elle continuait déjà les joyeusetés habituelles au camp de base et marchait comme si de rien n'était. Rob Hall rentra furieux et raconta qu'il avait traîné Chantal comme un sac de pommes de terre et qu'elle était définitivement exclue de ses expéditions. Chantal a acquis la réputation d'une alpiniste qu'il fallait constamment secourir et qui mettait constamment en danger la vie des autres alpinistes. On a commencé ouvertement à l'appeler la Veuve Noire. Et en effet, de nombreux alpinistes, en la sauvant, risquaient la possibilité de leur propre ascension, et certains risquaient leur vie. Voici comment Thor Kaiser s'en souvient. Chantal ne prenait pas soin d'elle, elle ne pensait pas à la sécurité. Je grimpais avec elle parce que je l'aimais, pas parce que c'était sûr. Chantal était une sorte d'Hélène de Troie, elle irritait et inspirait des milliers d'alpinistes. En 1994, le magazine français Vertical écrit que ces ascensions semblaient trop faciles pour être prises au sérieux. Et quand l'alpiniste anglaise Alison Hargreaves était morte sur le K2, Chantal a dit ces mots. « Je l'admire, mais regardez, nous différons au moins en ce que je suis encore vivante. » Après 6 tentatives infructueuses pour gravir l'Everest, Chantal se tourne vers le mont Cho-Oyu, sur lequel il n'y avait alors pas encore eu d'ascension féminine. En 1996, elle s'y rend avec une équipe américaine. Mais pendant l'assaut du sommet, le temps se dégrade, un ouragan et un blizzard commencent. Tous ses compagnons font demi-tour. Cependant, Chantal reste sur la montagne, poursuit l'assaut et, selon elle, devient la première femme au sommet du Cho-Oyu. Cependant, nous n'avons aucune preuve de cela. Il n'y avait aucun témoin de son ascension et elle n'a apporté aucune photo du sommet, affirmant que la caméra avait gelé, qu'il y avait un vent fort et qu'elle s'était dépêchée de descendre. De nombreux alpinistes, pour le moins, doutent de cette ascension. Pour information, la météo était vraiment terrible. Ce jour-là, Rob Hall et Scott Fischer meurent sur l'Everest et Boukrève sauve plusieurs alpinistes. Et en même temps, Chantal gravit seule le Cho-Oyu. Eh bien, de nombreux alpinistes en doutent. Après le Cho-Oyu, Chantal réalise l'ascension du Manaslu. La presse française la surnomme aussitôt la plus grande alpiniste de l'époque. Voici comment Thor Kaiser se souvient d'elle. Elle avait du pouvoir sur les hommes. Elle plaisantait « Trop d'hommes, pas assez de temps ». À plusieurs reprises, ses anciens amants l'approchaient, la regardant comme un loup une brebis. Elle les regardait droit dans les yeux et disait « Oh, pardon, je ne me souviens pas, on s'est rencontrés ?» Et enfin, nous arrivons à un dénouement très étrange de cette histoire. En 98, sur le mont Dhaulgiri, elle était en ascension avec son compagnon Ang Tshering Sherpa, qui était plus un ami qu'un porteur payant. Ils avaient monté leur tente au camp 2, non loin des tentes de l'équipe italienne. Franco Brunella a prévenu Chantal d'une crevasse plus haut sur l'itinéraire. Elle l'a remercié et s'est enfermée dans la tente avec le Sherpa. Les Italiens ont décidé de descendre pour attendre la fin de la chute de neige. Avant de partir, ils ont vu la tente de Chantal ensevelie. Ils ont frappé, mais il n'y a eu aucune réponse, et ils sont partis. Quand ils sont revenus, la tente était dans le même état. Inquiets, ils ont déterré la neige et ont trouvé Chantal et le Sherpa morts dans leur sac de couchage.
Chantal avait la mâchoire déformée et le cou brisé. Le Sherpa, apparemment, a simplement suffoqué. Il n'est pas difficile de deviner que cette mort a semblé étrange à beaucoup. Ils ne sont pas morts en ascension, mais au camp de base, dans leur propre tente. On suppose qu'un bloc de glace leur est tombé dessus, mais personne ne l'a vu, et ce qui s'est réellement passé, personne ne le sait. Le corps de Chantal a été transporté en France, où il a été incinéré. Elle avait d'ailleurs rédigé un énorme testament sur la manière dont elle souhaitait être enterrée, avec des instructions détaillées. Par exemple, après la messe, un grand rire de Chantal, enregistré par elle spécialement pour l'occasion, devait résonner dans l'air. Parmi les vœux de son testament, ses souhaits n'ont toujours pas été exaucés. Elle avait demandé que ses cendres soient dispersées dans un tel nombre de lieux que ses proches n'ont toujours pas pu tous les visiter. Voilà une histoire intéressante, ambiguë et très complexe. Tout ce que vous en pensez, écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore.